Je suis rhumatologue, mais j'ai une particularité. J'exerce beaucoup les médecines complémentaires, alternatives. Je n'aime pas trop la terminologie, mais j'ai 45 ans de pratique d'acupuncture. J'ai dû écrire une quinzaine de bouquins. J'ai été médecin du sport dans le haut niveau pendant 25 ans. Donc j'ai un parcours assez éclectique. Il se trouve que j'ai mon fils qui vit à Taïwan depuis 35 ans. Taïwan, c'est 180 km de la Chine populaire. C'est pas très loin de Wuhan. Il y a beaucoup de va-et-vient entre la Chine pop et Taïwan. Et Taïwan, à la fin de la première partie de l'épidémie, 7 morts. 23 millions d'habitants, le tiers de la France, 7 morts. À la fin de l'été, 8 morts, parce qu'il y a eu un étranger qui est venu. Voilà. Comment une telle différence? Comment c'est possible? Comment c'est possible? La première des choses, je crois qu'on a tout fait de travers. Tout faux, depuis le début. Depuis le début, je crois qu'il n'y a pas un seul truc qui n'a pas été mené de travers dans ce pays. La première des choses qu'il fallait faire, c'est fermer les frontières. C'est ce qu'a fait Taïwan. Ils ont fermé les frontières tout de suite. Alors on dit c'est une île. Oui, l'Angleterre aussi c'est une île. Ils n'ont pas fermé les frontières, ça a été le gros bazar. Donc ils ont fermé les frontières, ils ont détecté, testé, traité et mis en quarantaine les gens. Moralité. L'école, ma petite fille qui va à l'école, elle a eu 15 jours de retard de reprise au mois de février par rapport à l'école. L'école a toujours fonctionné. Les magasins ont toujours fonctionné. Tout a toujours fonctionné. Le pays n'a jamais été à l'arrêt. Il y a eu une étude qui a été publiée par un institut qui s'appelle Lowy, qui est un institut de Sydney, qui a dû être publié au début de l'année, de cette année, vers février comme ça. Ils ont analysé la façon dont 98 pays ont pris en charge. Combien on est, nous, sur 98? 73. 73e pays pour la qualité de la prise en charge sanitaire. Je ne passe pas de la prise en charge sociale. Il y a eu une autre étude qui a été faite par un institut européen, je ne sais plus comment il s'appelle, peu importe. Là, ils ont analysé 53 pays. Combien on est sur 53? 47. Je vous rappelle quand même, il y a quelques années, on était soi-disant la meilleure médecine du monde. Quand même. Aujourd'hui, nous sommes en voie de sous-développement. Nous sommes dépassés par des pays d'Afrique. Une chose scandaleuse. On a bafoué l'éthique médicale. Je dis bien bafoué l'éthique médicale. En empêchant les médecins de prendre en charge les patients. En leur disant, vous renvoyez les gens chez eux avec du Doliprane, et on attend que ça se passe. Si ça va bien, bah tant mieux. Si ça va pas, bah ils vont à l'hôpital, voire en réanimation. C'est un scandale d'État. Il y a des traitements. On les connaît. Nous sommes des milliers de médecins à les utiliser. Dans notre groupe Coordination Santé Libre, je crois qu'on n'est pas loin de 30 000 médecins. Je ne dis pas que les 30 000 prennent en charge les patients, mais nous sommes plusieurs milliers à prendre en charge des patients. Moi, je vois surtout des formes de Covid rhumatologiques avec des tableaux arthralgiques, myalgiques et des choses comme ça. Et on sait qu'il existe des traitements. Ils ont été validés. Et aujourd'hui, eh bien non. Donc ça a commencé par toute la polémique avec Didier Raoult et l'hydroxychloroquine. Je rappelle quand même l'hydroxychloroquine, ça a été utilisé dans SARS-CoV-1 en 2002-2003. On a montré que c'était intéressant, que les Chinois ont fait... Moi, j'ai fait une communication l'année dernière, dans le 11 mars 2020, justement, on reprenait tout ça. Et après, ça a été descendu. Descendu pour plusieurs raisons. On va revenir là-dessus. Moi, je rends hommage à Didier Raoult, qui s'est comporté comme un vrai médecin. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour valider, faire des enquêtes en double aveugle, mais pour prendre en charge des... Il est toujours temps de réfléchir après, mais de prendre en charge des patients. On sait que lorsqu'on donne des compléments alimentaires, comme de la vitamine D, comme du zinc, comme de la quercétine, comme du glutathion, on prévient les formes sévères, on empêche les hospitalisations. Ensuite, depuis un an, on parle de l'ivermectine. C'est un antiparasitaire qui a été utilisé
découvert d'abord par un Japonais, Oshima, qui a eu le prix Nobel pour ça, donc c'est pas rien. Médicament classé parmi les médicaments essentiels par l'OMS, c'est pas rien. C'est comme la pénicilline, c'est des médicaments majeurs. Donc, qui a été donné en Afrique pour lutter contre la cécité des rivières, donc une maladie parasitaire. Et on s'est aperçu que cet antiparasitaire traitait les épidémies de Gale. Donc, il y a eu deux épidémies de Gale en EHPAD en France, une en Seine-et-Marne au début de l'année dernière, et les gens ont été mis, les résidents ont été mis sous ivermectine. Plus de maladie. Il y en a eu un deuxième EHPAD plus récent, je crois que c'est au début de cette année, en Charente-Maritime, même chose. Des études ont été menées partout dans le monde et qui montrent qu'on peut avoir un rôle prophylactique et curatif. Donc, des études ont été faites en Argentine, ont été faites en Égypte, ont été faites au Bangladesh, ont été faites dans des tas de pays. Et alors, pourquoi on en est là? C'est ça le vrai scandale. Le vrai scandale, il est là. C'est que, il faut quand même savoir qu'on a tout misé sur la vaccination. Depuis le début. On ne sait pas trop où on va, mais on a tout misé sur la vaccination. Et la vaccination n'a qu'une AMM conditionnelle, une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Ça veut dire qu'il y a 3 raisons qui sont avancées, qui ont permis à ces vaccins de bénéficier de cette AMM. 1, l'état d'urgence, discutable. La mortalité de la maladie, très discutable. Ça tue des gens très âgés, ça tue des gens qui avaient une espérance de vie très limitée, ça tue des gens qui avaient des gros problèmes de santé, mais ce n'est pas une maladie mortelle. 3e chose, la plus importante, il n'y a pas de traitement. Comme il n'y a pas de traitement, ça justifie que le vaccin a une AMM conditionnelle. Okay? Si demain on dit qu'il y a des traitements, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, les antibiotiques, la doxycycline, la clarithromycine, l'ivermectine et tous ces trucs-là, si on dit qu'il y a un traitement, eh bien la AMM conditionnelle elle tombe. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les fabricants de vaccins sont obligés de mener à terme leur évaluation. Je vous rappelle quand même qu'on est toujours en phase 3 d'évaluation. La phase 3 d'évaluation pour le premier vaccin se terminera en décembre 2022 et se terminera en décembre 2023 pour les autres. Ça veut dire que tous les gens qui sont vaccinés aujourd'hui le sont comme cobayes. Donc, pour moi, on est là dans un vrai scandale. Ça veut dire qu'on décrète qu'il n'y a pas de médicaments uniquement pour favoriser l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de vaccins. J'ai rien contre les vaccins, c'est pas le problème. Or, si demain on mettait hier, parce que demain c'est peut-être un peu trop tard, mais si hier on avait mis toute la France sous ce type de médicaments, je peux vous dire qu'on serait tous sur les terrasses, dans les restaurants, chez les machins, à mener la vie comme d'habitude. Hein. Eh ben non. Alors plus scandaleux, peut-être encore plus scandaleux. Je vous ai dit, ça a été testé au Bangladesh, ça a été testé en Égypte, ça a été testé en Argentine. Tous ces pays, eh bien, pour la communauté scientifique occidentale, ce sont des pays qui ne sont pas crédibles. Donc on est en face à un vrai racisme, à une vraie discrimination scientifique. C'est incroyable. Hein, on ne croit pas à ces gens-là, tout simplement parce qu'ils sont du Bangladesh. Mais si nos scientifiques, les nôtres, ceux d'Europe ou des États-Unis, sont pas contents des méthodologies employées, personne ne les empêche de refaire les études. Personne ne les empêche. Mais si on démontre que ça marche, eh ben tout tombe à l'eau. C'est pour ça, entre autres, que je pense, je m'avance peut-être en disant ça, qu'on a mis le remdesivir, on a proposé le remdesivir que l'on sait être mutagène, qui a été responsable de fabricants de variants, qui est responsable d'insuffisance rénale, et que l'on sait pertinemment qu'il n'est pas actif. Mais c'est bien, parce que là, ça permet de dire, ben vous voyez, on fait ce qu'il faut. On a cherché, on a mis sur le marché des médicaments. Vous voyez, ils ne marchent pas. Non seulement ils ne marchent pas, mais ils sont dangereux. Donc ça justifie qu'on continue à faire une politique de vaccination qui manque de prudence élémentaire. Parce que personne ne sait où on va à long terme.
Les médecins sont des gens qui sont formatés, conditionnés. Ils ont subi des études qui les mettent dans des systèmes comme ça, et rares sont ceux qui vont voir à côté. Première des choses. Donc ils sont totalement dépendants de la parole officielle, de la doxa officielle, qu'elle soit médicale, universitaire ou sociopolitique. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, j'ai commencé à vous dire qu'on a interdit aux médecins de traiter, au départ. Troisièmement, on a demandé, c'est écrit dans le... Ça peut se vérifier, c'est écrit dans le quotidien du médecin, du mois de, je ne sais plus quoi, avril l'année dernière, que les pharmaciens avaient le droit de dénoncer des médecins qui prescrivaient de l'hydroxychloroquine. C'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez aller lire dans le quotidien des médecins. La même chose continue aujourd'hui avec l'ivermectine. Autre élément, le Conseil de l'Ordre a attaqué des médecins qui ne suivaient pas les recommandations officielles, qui osaient traiter des patients. On a un scandale. Un médecin qui traite. Quel scandale. Quand on est comme moi en fin de carrière, si on a un emmerde, bon, ça va mettre... C'est comme Perron. Hein, on va te faire arrêter un peu plus tôt. Quand on a 30 ans, hein, qu'on démarre juste sa carrière, on a un petit peu la trouille de ce qui peut arriver. Donc voilà, donc ça fait partie des éléments. Et puis, il faut être courageux. Il faut savoir d'abord, respecter le principe qui est celui de l'éthique médicale, celui du principe d'Hippocrate qui nous demande de prendre en charge les patients, de les aider. Je vous rappelle juste une anecdote que tout le monde a oubliée, mais moi je la connais bien, parce que je suis breton, du Morbihan, quand j'avais 7 ans. Il y a eu une épidémie de variole à Vannes. Les gens sont morts, les médecins qui étaient là, qui ont soigné ces gens-là, sont tous morts. Ça, c'est une leçon. Quand quelqu'un va à l'hôpital en réanimation, il meurt du Covid. Quelle que soit la maladie, il meurt du Covid. Il est peut-être mort d'infarct, il est peut-être mort d'AVC, il est peut-être mort de je ne sais quoi, il est mort du Covid. On n'a jamais pu savoir, déterminer quelle était la part relative des décédés du Covid et des décédés avec le Covid. Mais pour une autre raison. Donc on n'arrive pas à savoir. Ça, c'est quand même embêtant. Et nous, on avait fait une enquête, on avait mené à peu près, je crois que c'était en octobre, à peu près en octobre de 2020, où on devait être à autour de 80 000 décès enregistrés. Quand on avait fait l'analyse, on avait tout décortiqué, on était à peine à 42 000, dû au Covid. Ensuite, il y a une chose qui est quand même bizarre. Quand on comptabilise les morts du Covid, eh bien, ça ne s'arrête pas. Quand on enregistre les morts de la grippe, c'est 2018, c'est 2019, c'est 2020, et on compare. Si on faisait exactement la même chose pour la grippe qu'on fait pour le Covid, on en serait à des millions de morts de la grippe depuis qu'on calcule tout ça. Des millions peut-être pas, mais des centaines de milliers. Alors non, le Covid, ça continue. Normalement, on aurait dû arrêter au bout d'un an la comptabilité et redémarrer à zéro, comme on le fait dans tous les comptages épidémiques. Ben non. Donc c'est très difficile de savoir. Il y a une manipulation des chiffres, il y a une infantilisation de la population, il y a une volonté de leur faire peur, il y a une volonté de les manipuler. Ça c'est clair, c'est net, et ça se dénonce. Sincèrement, moi je m'interroge. Je m'interroge parce que je me dis quand même, les gens qui nous dirigent sont peut-être des crétins, mais ils sont quand même intelligents. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Sans verser dans un complot. Tout le monde est complotiste. Hein. Maintenant, dès qu'on n'est pas le véhicule de la doxa officielle, on est complotiste. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qui fait déraper tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une démocrature? Pas dans une dictature, mais dans une démocrature. Nos libertés individuelles, elles s'en vont les unes après les autres. Alors on nous dit, bah oui, mais il faut se protéger. Je suis désolé, on n'est pas... C'est pas la peste. C'est pas la peste, loin s'en fout. Et si on avait fait ce qu'il fallait, isoler les gens, tester, fermer les frontières, traiter, comme on a dit, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Donc il y a
une somme colossale d'erreurs qui ont été faites depuis le début. On surtout infantilisé les Français. On les a infantilisés. Et ça, c'est insupportable. Et on leur a fait peur. Et aujourd'hui, il faut voir les pressions auxquelles sont soumises les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Pression familiale, quand ce sont des gens âgés, les enfants, pression familiale, les amis, l'entourage professionnel, etc. Tout juste si les gens qui ne veulent pas se faire vacciner ne sont pas traités de criminels, quoi. Donc, je ressors pas de là avec une très très grande estime des gens qui nous dirigent.